Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes une ministre de terrain. Quand on voit votre parcours, vos déplacements à la rencontre de tous les acteurs d'insertion partout en France, on va en parler évidemment avec vous. D'abord, juste un petit mot, parce que vous êtes allé sur le terrain peut-être moins souvent que les autres à la télévision. Et ça, c'est intéressant, parce que je suis vraiment une femme de terrain. Présidente du Conseil général du département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ben voilà. Mais voilà l'erreur. Puisque nous sommes unis maintenant, et c'est l'Alsace. Exactement. Colmar, c'est votre ville. Oui. Femme engagée. Concrètement, c'est quoi pour vous l'insertion ? Quelle définition vous y donnez à ce mot insertion ? C'est tellement vaste. Alors vous avez bien raison. D'ailleurs, très souvent, lorsque je rencontre des jeunes ou des moins jeunes, la première des choses, je leur explique comment moi je vois l'insertion et ce que c'est. Et je leur dis toujours, eh ben voilà, la ministre de l'Insertion est là pour tendre la main à chacune et à chacun, qui soit jeune, qui soit moins jeune, pour lui dire, toi aussi, vous avez une place dans la société et vous avez un rôle à jouer dans la société. Et ça, j'y crois vraiment. Insertion professionnelle, insertion scolaire, puisqu'on parlera du contrat d'engagement jeune. C'est très large le spectre. Ce qui est très intéressant, c'est que l'insertion, en fait, touche à toutes les problématiques de notre société. C'est la mobilité, c'est la santé, c'est le logement, tous les spectres de la société. Et justement, comme c'est assez complexe, l'une des priorités qui a été la mienne en arrivant au ministère en juillet 2020, c'est de me dire qu'il fallait simplifier. Et simplifier comment ? À travers ce que l'on appelle le service public de l'insertion et de l'emploi. Le SPIS. Le SPI. Mais voilà, j'aime autant dire service public de l'insertion. Vous mettez tous les acteurs, si j'ai bien compris, de la chaîne du travail, de l'insertion, ensemble. Exactement. En fait, lors de ma première visite officielle en tant que ministre, que j'ai faite à Mulhouse, j'ai rencontré des demandeurs d'emploi et des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Et les demandeurs d'emploi m'ont dit, ça m'a paru bizarre d'ailleurs, m'ont dit on ne sait pas à quelle porte aller frapper. C'est vrai. Parce qu'il y a le département, il y a Pôle emploi, les missions locales. Il y a beaucoup d'acteurs. Voilà. Et les acteurs de l'emploi et de l'insertion, donc les professionnels qui étaient là, m'ont dit dans notre pays, il y a beaucoup de dispositifs, ce qui est plutôt bien, ça prouve qu'on peut faire du sur-mesure. Il y en a trop, mais il y en a tellement qu'il n'y a pas de visibilité et on prescrit toujours les mêmes. D'où le déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi. C'est quoi ? C'est la solution, et cette solution, on la trouve maintenant sur 80 départements de notre pays. La solution, ça veut dire que le demandeur d'emploi, la première porte à laquelle il frappe, c'est la bonne. Plus la peine de faire le tour. Et ce sont les professionnels qui se mettent en ordre de bataille, si je puis dire, pour trouver les solutions à toutes les problématiques, que ce soit des formations, que ce soit le logement, la mobilité. On y reviendra d'ailleurs je pense que vous partagez mon point de vue, mais souvent la personne éloignée de l'emploi, cassée, ne va pas spontanément pousser la porte de la mission locale et de Pôle emploi. Exactement. Elle reste repliée sur elle-même et elle s'isole. Donc il faut aussi des structures, notamment associatives, qui aillent les chercher. Oui, le aller vers, comme on dit actuellement, et ce aller vers concerne aussi bien les jeunes qui sont en rupture, qui sont souvent décrocheurs depuis le collège, que les aînés, en zone rurale, mais souvent aussi en ville. Et la crise sanitaire qu'on vient de connaître n'a pas arrangé les choses, parce que de plus en plus, ces personnes se sont repliées sur elles-mêmes. Et donc, nous essayons d'aller les chercher avec l'aide des collectivités, bien sûr, des collectivités locales. D'où vous venez, c'est votre histoire politique aussi. C'est ça, c'est vrai que c'est important pour moi aussi de tirer les leçons de mon expérience d'élu local, pour mettre en place les politiques au niveau national. Et du coup, ces politiques sont, j'ose dire, pragmatiques et répondent aux demandes, aux besoins du terrain. Alors, Madame la Ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la création de 100 000 places d'accueil pour les réfugiés ukrainiens qui ont un statut plein et entier de réfugiés. Ils quittent un pays en guerre, sous les bombes. Ils le quittent encore au moment où nous nous parlons. C'est évidemment un pays meurtri, en très grande difficulté. Alors évidemment, 100 000 places, ça veut dire de l'accueil sanitaire, des logements, des hôtels. On évoque même d'ailleurs des villas d'oligarques qui pourraient être, je ne sais pas si vous nous confirmerez, mais pourraient servir aussi de lieu d'accueil pour ces familles ukrainiennes. Et puis évidemment, ça touche à l'insertion. J'imagine que vous allez être, dans les jours qui viennent,
concernés par cette problématique des hommes, des femmes. Des femmes étaient enseignantes, coiffeuses, chauffeurs de poids lourds. Cette question-là, elle vous est posée. Oui, alors déjà, ce qui se passe en Ukraine actuellement est juste terrifiant. Et je dois dire que lorsqu'on voit la solidarité dans notre pays envers ces réfugiés, c'est juste énorme. Moi-même, j'ai reçu, accueilli samedi après-midi un groupe de réfugiés ukrainiens. Chez vous ? Chez moi, à Colmar, en Alsace, parce que la plupart passent par l'Alsace. Certains restent, mais beaucoup vont rejoindre de la famille dans l'ouest de la France, dans le centre de la France ou ailleurs. Donc j'ai rencontré un groupe de réfugiés qui venaient d'arriver à Colmar samedi après-midi. Essentiellement des femmes, des enfants, quelques hommes mais plutôt âgés, et puis un couple assez jeune. Et la femme était enceinte avec également de gros soucis. Comment est-ce qu'on va faire pour accoucher ? Évidemment. Et ces personnes qui n'ont pas demandé à venir chez nous, mais qui sont venues ici pour trouver la sécurité dans ces temps de guerre, je n'arrive pas à oublier leurs regards, qui sont des regards de terrifiés par l'horreur qu'ils ont pu vivre dans leur pays. Et donc, une angoisse liée au quotidien. Hein. Il faut quand même qu'ils trouvent un lit, qu'ils trouvent un logement, qu'ils trouvent de quoi s'installer. Et donc, au nom du gouvernement, je les ai accueillis et je leur ai dit qu'ils seraient les bienvenus dans notre pays, et bien tant qu'ils en auraient besoin. On espère que ce sera le plus rapide possible, qu'ils puissent retourner chez eux. C'est d'ailleurs leur souhait. Ils ne veulent pas, pour la plupart, la grande majorité, ne veut pas rester en France. Ils ont laissé leur vie en Ukraine, ils ont laissé leur mari. Ils sont partis avec une valise. Hein. Ils sont partis avec une valise. Et c'est très, très triste. Mais je leur ai dit aussi, alors ils ne parlent pas le français, clairement, et j'avais avec moi, d'ailleurs, pour les accueillir, déjà des entreprises d'insertion qui étaient là. Donc, on a pu leur dire, d'une part, on va vous apprendre le français. Les rudiments de notre langue, ouais. C'est indispensable et c'est leur demande. Alors c'était beau parce que des petits-enfants nous disaient déjà merci beaucoup, bonjour, voilà. Donc ils veulent apprendre le français. Et puis il y a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir, notamment des entreprises d'insertion. Nous avons créé depuis juillet 2020 55 000 postes nouveaux dans l'insertion. Et l'insertion, eh bien, ce sont des entreprises comme les autres. Et aujourd'hui, nous rencontrons aussi des tensions de recrutement dans ces entreprises d'insertion. Et donc, ça veut dire qu'il y a des places pour accueillir ces personnes. Donc, ça veut dire que temporairement, selon le délai de présence et donc du délai de la guerre, puisque évidemment personne ne le présage, il sera peut-être possible pour ces Ukrainiens, en fonction de leurs compétences, malgré la barrière de la langue, parce qu'elle est quand même une barrière, de pouvoir trouver un emploi, notamment dans des entreprises d'insertion. Vous nous le confirmez ? Exactement. Déjà, il y a une grande volonté de leur part d'apprendre la langue, puisqu'ils voient bien que c'est indispensable. Et ensuite, eh bien, il y a des entreprises d'insertion, mais d'autres entreprises aussi qui sont prêtes à les accueillir le temps qu'il faudra. Et vous connaissez les tensions de recrutement qui existent aujourd'hui. Eh bien, ils resteront quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, ils pourront aussi être présents dans des entreprises et nous aider à faire tourner notre économie. Oui, il y a eu un homme politique qui disait que c'était une main-d'œuvre, finalement une très bonne main-d'œuvre, avec un peu de cynisme. Je crois que c'est Jean-Louis Bourlange, pour ne pas le citer, vous avez entendu cette phrase, qui disait mais c'est une excellente main-d'œuvre, profitant finalement de cette opportunité de main-d'œuvre arrivant dans notre pays. C'est assez cynique comme position. Oui. Alors, ce sont des personnes, comme dit, que j'ai rencontrées. J'ai vu que c'était des personnes, comme vous l'avez exprimé, qui étaient avocats, qui étaient coiffeurs, qui étaient peut-être mécaniciens, boulangers, mais qui veulent travailler. Et c'est une occasion, eh bien, pour nous de leur dire il y a de quoi faire dans notre pays et vous êtes les bienvenus, sachant qu'il y a des textes européens qui les autorisent à travailler dès leur premier jour d'arrivée dans un pays européen. Alors justement, c'est une question que je vais vous poser. Et évidemment, ce sujet qu'on va traiter ensemble vient heurter ce débat sur les réfugiés ukrainiens, situation de guerre et obligatoire. Les Restos du Cœur, je crois que vous avez signé un partenariat avec l'association des Restos du Cœur. Alors, à la fois, ils distribuent de l'aide alimentaire, ça c'est bien connu, mais ils sont aussi en accueil d'insertion pour des publics souvent en très grande difficulté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de discrimination. On peut aller au Resto du Cœur en étant un sans-papier ou on peut aller au Resto du Cœur en étant un Français et ayant
ayant sa carte d'identité. Comment on fait là pour avancer sur ce volet-là? Là, on vient d'évoquer les réfugiés ukrainiens et vous dites ils prendront leur place et ils pourront s'insérer. Comment on fait justement pour ceux qui sont des sans-papiers, ceux qui sont en cours de régularisation mais qui ne sont pas encore des vrais réfugiés? Est-ce qu'on peut se dire, en période présidentielle par ailleurs, puisqu'on est en campagne, est-ce qu'on peut se dire que ces femmes et ces hommes peuvent prendre leur place sur le marché de l'emploi ou pas? Alors c'est un vrai sujet et sur lequel je travaille avec Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa. Le ministère de l'Intérieur fait tout pour réduire les délais d'obtention des papiers. C'est vrai que c'était très long. Donc là, les délais sont en train d'être raccourcis, ce qui est important. Et donc, dès que le réfugié a ses papiers qui sont en règle, eh bien, il peut travailler. Mais là aussi, problème politique de ou langue. économique, excusez-moi, parce qu'il y a un débat sur la migration. Il y a certains quittent leur pays pour des raisons de pauvreté, d'autres, les Ukrainiens, parce qu'il y a des bombes. C'est ça. Alors, problème politique, problème économique, mais ce que je vois surtout, c'est l'envie de travailler de ces personnes. Et notamment, je rencontre assez souvent des mineurs non accompagnés. Bien sûr. Et ces jeunes, c'est juste incroyable comme ils veulent travailler. J'ai rencontré il y a peu, c'était dans le Puy-de-Dôme, un jeune mineur non accompagné, cuisinier dans un restaurant, heureux d'être cuisinier dans un restaurant. Donc autorisé à travailler là dans son cas. Autorisé à travailler. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est possible pour ces mineurs non accompagnés et n'ayant pas encore de plein droit à une carte d'identité ou un titre de séjour de pouvoir travailler? Alors ce jeune était en contrat d'apprentissage chez un restaurateur et donc c'était possible. Et avec le ministère de l'Intérieur, il y a des dispositifs. Il y avait le dispositif HOP, bon c'est un peu technique, et il y a maintenant le dispositif dit Agir. En tout cas, ces dispositifs sont faits pour que ces jeunes et ces moins jeunes puissent apprendre le français très vite et puissent suivre les formations nécessaires dans le cas des mineurs, pour trouver un emploi. On est bien d'accord, Brigitte Finkert, c'est dans le cadre de mineurs. Pas que mineurs. Pas que les mineurs, et des majeurs aussi. Des réfugiés. Donc ça veut dire que le débat que vous avez avec le ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, la ministre Borne et vous, c'est d'accélérer les délais d'obtention des documents. Mais est-ce que, au-delà du délai, est-ce qu'on vous dites il faut peut-être aussi les faire travailler dans cette période de sans-papiers, puisqu'ils sont en situation irrégulière, mais toute la journée, ils traînent dans les rues? Alors là, j'ai pas moi d'avis personnel à donner sur cette situation-là, mais c'est clair que ces personnes, si on arrive rapidement, donc dans des délais brefs, à leur obtenir les papiers, eh bien, ils pourront travailler. Aujourd'hui, sans papier, sans titre de séjour, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc ce sujet-là n'a pas été remis en question pour l'instant, en tout cas dans l'idée de... Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vérifier qu'ils sont véritablement réfugiés. Et dans ce cas-là, ils obtiendront leurs papiers dans des délais beaucoup plus brefs. Avec tous les délais qui concernent les recours possibles, les CADA et les commissions diverses et variées qui repoussent évidemment les délais. Oui, bien sûr. Alors il y a des recours possibles, mais lorsqu'un réfugié obtient ses papiers, voilà, en général, là, il n'y a pas de recours. Et donc là, ça va être plus rapide et ils pourront travailler. Quelques mots sur France Relance, un plan pour soutenir l'inclusion. Alors là, c'est intéressant, excusez-moi de jouer sur les mots, mais là, c'est important. L'insertion, l'inclusion. Bonne question. C'est quoi, là, vos définitions? Parce qu'on a bien eu votre vision de l'insertion tout à l'heure, on l'a entendu. Là, l'inclusion, c'est quoi là? Quelle est la différence, d'ailleurs? D'ailleurs, le ministère pourrait d'ailleurs s'appeler ministère de l'inclusion. Pourquoi? L'insertion concerne des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont eu un accident de la vie, qui ont décroché à un moment donné. L'inclusion concerne plutôt les personnes en situation de handicap. D'accord. Et en l'occurrence, mon ministère a également en charge les entreprises adaptées. Voilà. Et le plan de relance de l'inclusion, donc dans le cadre du grand plan de relance de l'inclusion, comprend les deux, l'insertion et l'inclusion, donc les entreprises adaptées. Voilà qui est clair. 500 millions d'euros pour permettre à ces entreprises, qui sont des entreprises comme les autres, de maintenir la tête hors de l'eau pendant la crise. J'étais d'ailleurs la semaine dernière également dans une entreprise de l'insertion, c'était à Rennes, je crois, il y a 15 jours déjà. En Bretagne, en effet. Voilà. Oui, je vous ai suivi. Vous faites un tour de France, hein, vous avez beaucoup bougé. Et là, on me disait, dans une entreprise d'insertion, sans ce plan de relance, eh bien, on n'aurait
pas réussi à maintenir notre activité. On aurait dû mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que il y avait plus d'activité à ce moment-là. Et il fallait continuer malgré tout, dans un premier temps, à payer les salaires. Et oui, et surtout, il fallait que ces personnes, ces salariés en insertion qui travaillent dans ces entreprises puissent continuer à avoir une activité et un emploi. Et donc, ce plan de relance de l'inclusion avait pour objectif de permettre le maintien de l'activité de ces entreprises, quand même 4500 entreprises de l'insertion dans notre pays, et d'autre part, leur permettre de se développer, de se transformer et de créer de nouveaux emplois. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sont 55 000 nouveaux postes qui ont été créés dans l'insertion. Ça n'est pas rien, ça veut dire 55 000 solutions nouvelles, et notre objectif, d'ici la fin de cette année, c'est 100 000 emplois nouveaux. Alors, d'habitude, il y a la présidentielle avant, Brigitte Klinkert. On est à 30 jours du premier tour. Enfin, Il y a une trajectoire qui est... C'est une trajectoire qui est prévue, c'est ça. Il y a une trajectoire qui est lancée. Et si je vous donne ces chiffres, c'est aussi pour vous dire qu'à chaque fois, il y a derrière une personne qui retrouve en espoir en l'avenir, un espoir pour lui et un espoir pour sa famille. Justement, quand on parle d'insertion, ce qui est intéressant, je voudrais qu'on dise quelques mots du contrat d'engagement jeune, parce que là, on est sur des jeunes, mission locale, Pôle emploi, association d'insertion, groupe SOS, tous les acteurs qui vont aller chercher ces jeunes. Quand vous dites 55 000 personnes ont retrouvé une solution, c'est quel type de profil ? Parce que l'insertion, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, c'est le début de notre échange. L'insertion, c'est des gens qui sont des grands exclus qu'on peut retrouver dans la rue. Et l'insertion, ça peut être aussi un salarié qui a un accident de la vie, qui a un chômage un peu long et qui n'arrive pas à réenclencher. Et ce n'est pas les mêmes prises en charge, j'imagine. Alors effectivement, une entreprise de l'insertion est en quelque sorte une passerelle qui permet, entre une période de chômage pour différentes raisons, de retrouver un travail pérenne dans une entreprise classique. Ça permet de remettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. C'est ça vraiment. C'est un sas de transition. Et effectivement, il peut y avoir des personnes qui, du fait d'un accident de la vie, ont eu une période de chômage de 6 mois, 1 an, ou ça peut concerner aussi des personnes qui sont dans la rue et que peu à peu, c'est le dispositif premières heures, peu à peu, quelques heures par semaine, remettent le pied à l'étrier. Parce que pas capable forcément dans un premier temps de réenclencher un emploi à temps plein, c'est ça la réalité. Exactement, parce qu'une personne qui est à la rue, il y a toutes les problématiques aussi de logement parfois d'addiction, il faut le préciser. D'addiction. Et alors, un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est une personne à la rue qui m'a dit que la première fois qu'on lui a mis un petit studio à disposition avec un lit, mais il ne pouvait pas dormir dans le lit parce qu'il n'avait plus l'habitude. Il a dormi au pied du lit. Donc ce sont ces habitudes, ces savoir-être à retrouver. Il y a une forme de paradoxe dans la réussite, en tout cas sur le plan du chômage et de la baisse du chômage, une augmentation historique des contrats d'alternance. Ça a cartonné, ça a même dépassé, vous qui êtes à Colmar, ça a dépassé les Allemands qui étaient le modèle. Exactement. On parlait toujours du modèle allemand. Et ils nous admirent, vraiment. Et là, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Ils vous disent, mais comment vous avez fait ? Comment vous avez fait, exactement. Et parce que là, nous avons aujourd'hui plus de 718 000 contrats d'apprentissage. Donc jeunes et un petit peu moins jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. C'est 3 fois plus qu'en 2017. Ça veut dire que la crise nous a permis aussi, grâce aux aides massives de l'État, certes, parce que le plan Un jeune, une solution, c'est 12 milliards d'euros, pardon. Oui, c'est bien ça. Et ce sont 4 millions de jeunes qui ont trouvé une solution grâce à ce plan Un jeune, une solution. Contrat engagement jeune, ça a été critiqué dès le départ. Je voulais vous entendre. Vous êtes ministre du gouvernement. Certains ont dit, mais finalement, c'est une petite obole de 500 € pour calmer les jeunes. Moi, si j'ai bien lu le contrat engagement jeune, il y a 15 à 20 heures de formation obligatoire. Absolument. Tout ça peut être supprimé du jour au lendemain par le référent, parce qu'à un moment donné, appelons un chat un chat. Ça veut dire quand même que l'idée, c'est d'aller chercher les jeunes les plus éloignés et de leur dire, tu as encore une chance, saisis-la. Exactement. Et j'en ai vu encore la semaine dernière dans la mission locale à Marseille. J'étais à Marseille dans les quartiers nord et j'ai vu des jeunes qui vraiment étaient éloignés de tout, mais qui avaient, j'ai envie de dire, qui avaient la niaque. Parce que grâce à la prise en charge dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune, eh bien, ils sont en train de monter un projet. Il y en a un qui veut devenir acteur de cinéma, il y en a un autre qui veut devenir boucher, une coiffeuse. C'est pas pareil. Et moi, je leur ai dit que malgré la crise, et même si c'est compliqué pour eux, eh bien, ils doivent avoir des rêves et que nous, on est tous là
pour les aider à les réaliser. Quelques mots avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, le portefeuille que vous aviez, c'est un portefeuille, j'ai regardé un peu dans l'histoire de la Ve République, enfin, récent, mais un ministre délégué en charge de l'insertion, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait... C'est une première. C'est la première fois. Oui. Ça n'existait pas. Auparavant, c'était intégré au ministère du Travail ou de l'Emploi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, la femme que vous êtes, la femme politique engagée à Colmar, dans le Haut-Rhin? Je n'ai pas dit de bêtises. Bravo. Je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que vous en avez tiré de tout cela, de cette expérience assez incroyable, puisque vous étiez une élue locale d'abord? Oui, c'est ça. Jamais je n'aurais pensé un jour devenir ministre. Et le Premier ministre, lorsqu'il m'a appelé ce 6 juillet 2020, il m'a proposé donc d'entrer au gouvernement dans le cadre du ministère de l'Insertion. Il m'a dit « Et vous serez basé au ministère du Travail, parce que pour nous, l'insertion, c'est l'activité, c'est l'emploi. » On en revient à la philosophie du contrat engagement jeune. Et ces mots étaient très justes, exactement. Je m'en rends compte tous les jours lorsque je rencontre des jeunes dans des missions locales, des moins jeunes dans des entreprises de l'insertion. Leurs yeux brillent parce qu'ils ont retrouvé un sens à leur vie. Eh bien, l'insertion, c'est cela. C'est dire à des personnes qui sont éloignées de l'emploi aujourd'hui et un petit peu loin de tout, parfois à la rue, de leur dire, vous aussi, vous avez votre place dans la société et votre rôle à jouer dans la société. C'est un ministère qui a beaucoup de sens et pour moi, c'est un bonheur que de voir des personnes qui, grâce à nos actions, ont retrouvé goût à la vie. Précisons que le contrat engagement jeune, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le préciser. Il avait été fixé sur 400 000 et puis finalement, la ministre du Travail, tout le monde a dit, mais arrêtez de nous fixer un chiffre. Il n'y a pas de seuil. Exactement, il n'y a pas de seuil. Donc, on va chercher. Le plus dur, c'est d'aller les chercher, les jeunes qui sont aujourd'hui en rupture. C'est ça. Vous confirmez que la grande difficulté, c'est de dire à ces jeunes qu'on voit d'au loin, de s'approcher d'eux et de leur dire, mais viens, n'aie pas peur. Exactement, c'est d'aller les chercher avec les collectivités locales, avec les associations aussi. Qui font un sacré boulot, qui font un sacré boulot. Et de signer avec eux un contrat. Et oui, c'est un contrat. C'est un contrat. Donc, 10 à 15 heures par semaine, même 10 à 16 heures, 15 à 16 heures. Et puis, en contrepartie, une aide financière jusqu'à 500 euros. Et je peux vous dire, vous évoquez éventuellement 500 euros, hein. Jusqu'à 500 euros. Vous évoquiez tout à l'heure que c'est peut-être peu. Mais je peux vous dire que les jeunes, ça les aide énormément. Donc, un contrat... on leur demande d'être assidus, voilà, ça fait partie du contrat, de suivre des formations, très important, de faire des stages en entreprise, des immersions, parce que les jeunes ne connaissent pas les métiers. Et donc, à travers ces stages, ces immersions... Être mentoré aussi, d'ailleurs, si j'ai bien lu. D'être mentoré également. Et du coup, eh bien, on a des jeunes qui aujourd'hui ont envie de s'investir et ont envie de s'impliquer dans notre société. Brigitte Klinkert, avant de nous quitter, dans le monde merveilleux dans lequel nous sommes, de nouveau, le président Macron a été réélu. Dans un mois et demi, le Premier ministre vous convoque et vous dit on recommence. Vous recommencez ou vous dites je repars à Colmar parce qu'après tout, j'ai aussi des enjeux, moi, de femmes politiques locales. Vous êtes déchiré par cette question-là ou pas? Non, pas du tout. Vous savez, je ne m'attendais pas à être nommée ministre le 5 juillet 2020. J'ai été nommée le 6 juillet. Je ne me suis jamais posé de questions sur ma carrière politique, entre guillemets. Moi, il y avait une opportunité, il y avait un immense défi aussi à relever. Du sens aussi par ce portefeuille. Et énormément de sens, parce que ça a trait à l'humain. Et de voir des personnes dont les yeux pétillent parce qu'on a réussi à changer leur vie et qui vous disent merci, qui remercient le gouvernement pour l'implication qui a été la nôtre, financièrement aussi, et qui leur a permis de retrouver tout simplement le goût de vivre. Merci Brigitte Klinkert. Prochain déplacement, c'est quoi? Parce que j'imagine que vous allez de nouveau continuer jusqu'au plus près du premier tour à bouger, aller à la rencontre. C'est quoi votre prochain déplacement? Exactement. Eh bien, c'est demain dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, rencontre association d'insertion? Exactement. Merci Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, et on l'aura compris, avec une partie d'un portefeuille autour des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap. C'est ça, les entreprises adaptées. C'est important de l'entendre parce qu'on avait le sentiment que tout ça était du ressort de la ministre en charge des personnes du handicap, et en fait c'est un portefeuille coupé en deux. Et là aussi avec des créations de postes dans les entreprises adaptées. Nous avions en 2021 plus de 1000 nouvelles créations de postes
dans des entreprises adaptées, donc pour des personnes en situation de handicap. Essentiel, car il y a beaucoup de jeunes, et de familles et de parents qui s'inquiètent évidemment d'avoir des difficultés de pouvoir trouver un emploi après les études de leurs enfants handicapés. Merci Madame la Ministre de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler recrutement.